Bonsoir, bienvenue à Parole à Lily, édition du 8 avril. Ce soir, mon invité pour un 30 minutes, le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un petit retour en arrière. Il y a quelques temps, vous avez célébré vos 100 jours à la tête de la 4e plus grande ville du Québec. Comment ça va? Ça va bien, ça va intensément. Là. Je regardais juste, je refaisais un retour sur la conférence de presse qu'on a faite pour les 100 jours, puis je pense qu'on en avait pour 5 pages. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans les premiers mois. On a organisé le conseil, on a procédé à une nomination, il y a eu un changement à la direction générale de la ville qui est un changement important. On a changé on a commencé à changer de façon importante la politique de communication de la ville, puis je dirais même du cabinet du maire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Vous parlez de changement. On se souvient, lorsque vous avez été élu, il y a eu quelques prises de bec avec, là, je le mets entre guillemets, la garde rapprochée de M. Bureau. Oui. Est-ce que le tout s'est réglé? Je sais que le ton est monté quelques fois, là, mais après 100 jours, est-ce que c'est encore le cas? Bien, c'est un peu normal, là. C'est un changement de garde, puis il y a des gens qui sont moins contents que d'autres du résultat des élections. Mais je pense que le point tournant, c'est le lac à l'épaule. C'est là où vraiment, moi, j'ai pris les programmes électoraux de chacun des élus, celui d'Action Gatineau. J'ai fait une proposition au conseil, puis là, on a passé 2 jours à débattre, et en fait, prochainement, là, on va déposer au conseil ce qu'on appelle le programme du conseil, plutôt qu'un programme électoral, là, pour un peu essayer de tourner la page sur l'ancienne administration puis dire, bien, qu'est-ce que nous, on veut faire? Puis ce que nous, on veut faire, bien évidemment, il y a des choses qui ressemblent au passé. Là, on ne tourne pas la page complètement, il y a des choses nouvelles. Puis cet exercice-là, je pense qu'il a été bien bon pour faire baisser la pression puis pour essayer de nous donner un outil pour travailler ensemble plutôt que de se taper dessus. Que de se taper dessus, j'aime ça, cette comparaison-là. Je vais revenir au lac à l'épaule, mais si vous me permettez de revenir sur vos 100 quelques jours à la tête de la ville, qu'est-ce qui est plus difficile à gérer? La STO, sans hésiter. Parce que là, j'ai 2 chapeaux. C'est une grosse tâche de travail. Juste en nombre d'heures, c'est beaucoup. Mais le plus dur dans les 100 jours, ça a été qu'au moment de l'élection, on sait que le budget de la ville, c'est à peu près 1 mois après l'élection qu'il faut l'adopter. 3 semaines après l'élection, il faut adopter le budget de la STO, qui est confirmé là, 1 semaine plus tard au budget de la ville. Pendant ce temps-là, il fallait adopter des ajustements au Rapibus qui nous coûtent de l'argent. Là. Ça a été finalement 1,4 million. Puis c'est des ajustements qui ne règlent pas tout, mais il fallait faire un pas en avant puis le faire rapidement parce que juste l'horaire des chauffeurs, là, ça prend, dans une situation normale, là, 3 mois pour qu'ils s'inscrivent puis qu'on change, parce que c'est un tout, là, on ne peut pas juste changer un bout. Là. Donc ça a été vraiment le plus dur dans 100 jours, essayer d'agir aussi rapidement à la STO et à la Ville en même temps au niveau budgétaire. Ça a été tout un défi. Le plus grand défi, mais est-ce que c'est votre plus grande fierté d'avoir quand même réussi à tout réaligner les choses? Je dirais oui, mais avec beaucoup de prudence parce que je n'ai pas réussi à tout aligner les choses. On a fait, je pense que la STO a fait un pas en avant. On a pris plusieurs décisions à la STO. Il y a les ajustements au Rapibus, mais il y a aussi une revue organisationnelle qu'on fait, là, un diagnostic. Là, comment ça va à la STO? Il y a toutes des choses qu'on fait qu'on devrait plus faire. On va faire aussi une revue du Rapibus. Est-ce qu'il a été lancé au bon moment, de la bonne façon? Est-ce que ce projet-là a été bien géré? On sait que le vérificateur général avait mis un gros point d'interrogation sur le projet. Nous, on veut se poser les bonnes questions là-dedans aussi. On veut revoir la gouvernance. Donc, il y a beaucoup de chantiers à la STO qui ont été mis en place. Fait que ça, je suis très content parce qu'on est allé vite et bien, mais il reste bien du travail à faire. La plus grande déception de Maxime Penneau-Jobin? La plus grande déception, bien, c'est les accrochages au début, là, les nominations avec l'espèce de groupe des 14. Là, ça a été difficile parce que, c'est ça a mis un peu de tension, puis ça a été difficile de recréer un peu la confiance. Là. Disons qu'il y a eu des semaines de perdu au niveau des relations interpersonnelles suite à ça. Puis on est un peu tous à blâmer. Là. Moi, je voulais aller trop vite, puis eux avaient des craintes qui, selon moi, ne devaient pas avoir, mais on essaye de se rabibocher. Là. Mais l'important pour les citoyens, je crois, c'est que maintenant, tout le monde travaille en équipe et tout le monde travaille pour avancer. Oui, c'est ça qu'on essaie de faire. Moi, je dis ça avec bien de la lucidité. Ça reste la politique. Il y en a toujours qui ont de l'ambition. Il y en a on a des désaccords profonds. Il y a des sujets où on ne sera pas d'accord. Ça fait que je ne me fais pas d'illusions. On va avoir beaucoup de débats encore. Mais ce qu'il faut, c'est que justement, ce soit des débats puis pas des chicanes. Ça, c'est le grand défi. Là.
Vous êtes à la tête du conseil d'administration de la STO. Si je ne me trompe pas, c'était pour une période de 6 mois, corrigez-moi si je me trompe. Monsieur Carpentier, est-ce qu'il va entrer en poste très bientôt ou vous décidez d'allonger votre mandat? Bien, 6 mois, ça donne à peu près le mois de mai, là. OK. Donc, moi, je ne suis pas attaché à une date. D'abord, M. Carpentier, il a déjà commencé à assumer une partie du leadership. Quand je parlais des chantiers, des virages qu'on veut faire, c'est lui qui a discuté avec la direction générale puis qui a préparé l'appel d'offres pour l'accompagnement, pour faire le diagnostic. Donc, la transition va être assez naturelle là, parce qu'il a déjà commencé à travailler là-dessus. Moi, disons que peut-être avant l'été, là, je ne sais pas, l'objectif pour moi, c'est que les choses que les virages soient bien commencés. Avant de quitter le poste. Avant de quitter, c'est un peu plus long, un peu plus court. Moi, je ne suis pas attaché à une date. Nombreux changements pour le Rapibus, la STO. Le Comité des citoyens mécontents de l'Est a déposé son rapport sur le Lantibus. Votre vision du dossier, est-ce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais est-ce que selon vous, on n'aurait pas en faire plus, en faire moins pour ces gens-là, qui sont quand même un gros noyau de Buckingham, qui sont mécontents? Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites de la vision? Bien, d'abord, on a fait un bout. On n'est pas allé, on n'a pas tout réglé, mais à l'Est, on a fait un bout en ramenant un certain nombre d'express. C'est ça qui nous a coûté 800 000 900 000. Donc, moi, je suis assez content qu'on ait pu agir vite. Il reste du travail à faire, mais ce qui est difficile, notamment avec une partie de ce groupe-là, c'est que ce qu'ils remettent en question, c'est le Rapibus lui-même. Mais il est construit. On a mis 255 millions de travaux, puis d'amélioration, puis d'asphalte. Donc, on ne retournera pas en arrière. On ne peut pas revenir à exactement ce qu'on avait avant, sinon ça serait jeté au vidange, ce projet-là. Donc, c'est là où c'est un peu difficile, parce qu'il y a des gens qui contestent le cœur même de ce qu'on a fait. Puis ça, bien, il est trop tard. On a beau être content, pas content, là, il faut que ça fonctionne, pas tel qu'il est là, en superposant les deux logiques, là, donc en ramenant un certain nombre d'express, mais en ayant quand même le concept de Rapibus où on rabat les autobus sur le système. Sinon, on retourne 10 ans en arrière et on a perdu bien de l'argent. Là. Je vous amène sur un tout autre sujet, le petit train. Vous avez été à Québec récemment pour justement discuter de cette remise sur les rails, si je peux me permettre. Où le dossier en est? Pour le projet A, je vais venir au projet B par la suite, celui de Masson, ou pour le projet A? Pour moi, au moment où on se parle, il n'y a qu'un projet A. Et on est allé à Québec, on a demandé à Québec de clarifier un certain nombre de choses. Et au moment où puis là, je vais parler, en fait, je ne dirai rien comme réponse à la question, c'est qu'on doit se parler encore suite à ce qu'on s'est fait dire à Québec. Les gens du petit train, là, l'organisme doivent échanger entre eux. À la ville, on doit se parler pour voir où on en est. Parce qu'il y a des études qui restent à faire, il y a des coûts qui augmentent. À un moment donné, il faut qu'on se branche. Puis il nous manque un peu d'informations de Québec pour qu'on soit capable de le faire, mais ça devrait être fait dans les prochaines semaines, assez rapidement. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de projet B. Le projet de M. Marc Carrière, qui était de faire partir la gare, je ne me trompe pas, c'était à Masson, avec Masson, les gens de Montebello. Également, pour vous, ce projet... Quand je dis qu'il n'y a pas de projet B, c'est que je veux qu'on aille au bout du projet A. Ça fait des années qu'il y a des gens qui se battent pour ça. Il y a des gens qui y croient un peu partout en Outaouais. Ça fait ses preuves. On investit beaucoup là-dedans. Ça fait qu'il faut aller au bout de l'idée avant de parler d'un projet B. Puis d'avoir deux projets comme ça qui sont sur la table, ça n'aide pas la région. Là. Ça fait que moi, qu'on pose des gestes pour un éventuel projet de remplacement, c'est bien correct. Tu sais, je ne critique pas ça. Il faut être prêt si ça ne marche pas dans le premier. Là. Mais moi, je vais continuer de dire qu'il n'y en a rien qu'un projet jusqu'à temps qu'il tombe, jusqu'à temps qu'on fasse des choix. Puis s'il ne tombe pas, puis ça marche, bien, tant mieux. Et ça, même si les rumeurs, les bruits de couloir disent que le projet A, on va les appeler comme ça, le projet A coûterait beaucoup plus cher que le projet B. Bien, c'est là où, quand je vous dis qu'il y a une décision à prendre, là, c'est exactement ça. Quand on va avoir une idée plus précise des coûts, puis c'est vers ça c'est à ça qu'on vise, là, c'est là où on va avoir un choix à faire. Si on a un paquet de millions à mettre là, puis un peu moins de l'autre côté, c'est là où il y a une question qui va se poser. Y a-t-il d'autres scénarios entre ça et ça? Y a-t-il un scénario à moyen terme puis un scénario à long terme? C'est là où je ne veux pas aller trop vite. Là. L'implication de la Ville de Gatineau dans le projet, oui, il y a une implication monétaire. Est-ce que les fonds sont déjà mis de côté ou il y a une implication humaine également? Il y a humaine, monétaire un peu. Là, on a de l'argent pour... chacun des partenaires a mis un peu d'argent, puis là, il nous en reste pour à peu près un an et demi, puis c'est ça qui est le défi, là. C'est qu'il y a des limites à mettre d'argent dans un projet qui ne voit pas le jour.
Ça fait que pour l'instant, on a mis de l'argent. De mémoire, là, c'est quelques centaines de milliers de dollars, puis il reste ce qu'il faut pour durer un certain temps. Mais il faut qu'on se branche, entre autres, pour cette raison-là, parce qu'il faut entretenir les voies. Là, chaque année qui passe, c'est de l'argent pour de l'entretien du train, puis il n'y a rien qui roule. Fait que c'est là où, à un moment donné, il va falloir se brancher. Puis avant l'été, là, assez rapidement. Je vous amène sur un sujet, le déneigement. On est au mois d'avril, mais Dame Nature nous a fait une surprise dans les dernières semaines. Plusieurs rues, par exemple, ne sont pas déneigées à temps selon certains citoyens. Il y a des plaintes au 3-1 qui disent également, oui, c'est une rue prioritaire, mais la situation ne change pas. Est-ce que vous avez déjà un plan pour le déneigement pour l'hiver prochain? Parce que les rues scolaires, lorsque les autobus scolaires doivent jouer quasiment à Tetris, si vous me permettez, pour être capable de sortir, c'est quand même problématique à côté des écoles. Oui, on a, bien d'abord, les écoles sont théoriquement prioritaires, là, c'est les circuits. On ne peut pas, puis les gens n'aiment pas ça quand on dit ça, mais on ne peut pas changer le plan en cours de route, là. Ça fait qu'on adopte un plan de déneigement, on le fait du mieux qu'on peut, puis je pense qu'on est plutôt bon. Évidemment, c'est pas simple, là, surtout un hiver comme ça qui n'en finit plus, là, à un moment donné, les gens sont aussi moins tolérants. Mais c'est à la fin de l'hiver que nous, on regarde puis on dit, bon, bien, est-ce que les budgets étaient adéquats? Où est-ce qu'on s'est planté? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a faites qu'on a mal faites? Parce qu'on sait qu'en début de l'année, on fait des circuits. Les cols bleus qui font le déneigement s'entraînent en fonction du circuit qu'ils vont avoir. On augmente, on baisse l'offre de service à certains endroits. En fait, on l'ajuste. Puis c'est à la fin qu'on regarde où ça a marché, où ça n'a pas marché. Évidemment, il y a des interventions qu'on fait en cours d'année. S'il y a des endroits où on perd le contrôle d'une rue, là, on peut envoyer des équipes, mais on ne vire pas la cabane à l'envers en plein milieu de l'hiver. Vous avez commencé à prendre des notes toutefois? Absolument, absolument. Il y a une analyse qui se fait en temps réel. Il y a toutes les plaintes des citoyens, on en tient compte. Les plaintes des élus, on en tient compte, parce qu'il y a des élus aussi qui ont des critiques sévères à faire. Puis là, le comité de déneigement s'assoit au printemps. En fait, on parle de déneigement beaucoup plus l'été que l'hiver, parce que c'est l'été où on regarde l'ensemble de ce qui s'est fait, puis qu'on propose des changements pour être capable de les adopter au budget qui suit. C'est 15 millions, le budget de déneigement, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, mais en même temps, c'est un peu c'est parce que c'est 15 millions, mais on a une réserve de 4 millions à peu près, parce qu'on ne sait jamais ce que l'hiver nous réserve. Donc, ça fait des années qu'on garde le budget au même montant parce que c'est la réserve qui nous permet de jouer, là, plutôt que d'embaucher des équipes permanentes ou de se donner un niveau de service très élevé minimum. On le garde à 15 millions puis on s'ajuste parce qu'il y a des hivers où on n'utilise pas... En fait, on fait des économies, là. Parfait, je vous coupe tout de suite. On va aller avec une petite pause. On vous revient tout de suite après avec le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Bienvenue à Parole à l'élu, émission spéciale avec le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Rebonsoir. Le lac à l'épaule, qui est un sujet quand même assez gros, si on peut dire. Pour ceux, vous m'en avez parlé en début d'émission, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers avec un lac à l'épaule, l'exercice, on pourrait la qualifier de comment? De quoi? Vous vous rassemblez, vous discutez? En fait, c'est une retraite fermée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du nom, là, mais un lac à l'épaule, c'est que Jean Lesage avait réuni tous ses ministres dans un chalet en disant, là, on va régler la question de la nationalisation de l'électricité parce que tout le monde se chicanait là-dessus. Puis ils sont sortis, puis la décision, c'était d'aller de l'avant. Et ça se passait au lac à l'épaule. Donc, faire un lac à l'épaule, c'est vraiment une retraite fermée. Puis nous, c'est je ne veux pas comparer à ce que Lesage a fait,
Mais nous, c'est un peu le même enjeu. C'est qu'on a un parti politique, on a des indépendants, on a chacun nos programmes. Il y avait des sujets qui étaient difficiles, le genre Destination Gatineau, là, qui nous empêchaient un peu de travailler parce qu'on avait des oppositions, des positions assez diamétralement opposées. Fait que le but, c'est vraiment de passer 2 jours. Et moi, j'ai déposé un plan, puis là, j'ai dit, bien, c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, avec lesquelles vous êtes d'accord, puis on débat pendant 2 jours. Mais l'idée de le faire à porte fermée, c'est qu'on en parle au souper, on en parle le soir, on n'a pas des journalistes qui nous regardent, puis il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Puis là, il y en a un qui essaie de marquer des points, puis l'autre essaie de marquer des points. C'est bon pour faire du débroussaillage, là, puis c'est clair qu'il n'y a pas de décision officielle qui se prennent. Là, on les reprend en public. Le conseil ne prend pas de décision à huis clos de ce genre-là. Mais un lac à l'épaule, moi, j'y crois beaucoup, là, même si ça coûte de l'argent, parce que ça permet de faire sortir le méchant, comme on dit, et de voir c'est quoi les consensus qu'on peut dégager, puis le regarder en avant. Là. Et justement, quel méchant qui est ressorti? Qu'est-ce qui est ressorti de ce lac à l'épaule? Bien, d'abord, on a transformé des programmes électoraux en un programme de conseil qui va être déposé au prochain conseil. Ça, pour moi, c'était excellent parce que ça a permis de changer un certain nombre de mots, d'enlever un certain nombre de projets, d'en rajouter d'autres. Puis, on a mandaté la direction générale de nous faire un plan chiffré, un plan de déploiement de nos projets, puis de mettre par écrit nos grandes orientations. Ça, c'est intéressant parce que ça nous éloigne un peu de l'élection, puis ça nous rapproche d'un plan pour le conseil, pour tout le mandat. Il y a des enjeux un peu plus pointus, comme Destination Gatineau, où là, il y avait vraiment un problème. Parce que moi, j'étais élu avec une plateforme qui dit « moi, je m'y oppose », puis on avait une grande proportion du conseil qui était favorable. Ça fait que c'est quoi qu'on fait, là? Quelle espèce de compromis on trouve? Justement, Destination Gatineau, on a une version remodelée, si je peux dire. Qu'en est-il du projet vraiment maintenant? Bien, il y avait 2 problèmes. De mon côté, il y avait la gouvernance, c'est-à-dire que Destination Gatineau, c'était une corporation externe qui voulait coordonner tout le développement du centre-ville. Puis pour moi, il fallait que ça soit la ville qui fasse ça. Ça ne pouvait pas être des gens de l'extérieur, même s'il y a des gens de la ville là-dedans. Et de l'autre côté, pour ceux qui étaient les grands défenseurs de Destination Gatineau, ils disaient, bien, c'est correct si la ville assume le leadership parce que l'essentiel de notre vision est préservé, mais on a un projet en particulier, la place des spectacles, sur lequel on aimerait concentrer notre action. Puis, en fait, ce que je vous dis, c'est le compromis final. C'est ça qu'on a réussi à faire. Donc, la ville reprend le contrôle du développement des berges puis du centre-ville, mais la corporation, donc, va cibler, va concentrer son action sur une place des grands spectacles, plutôt que d'avoir une action qui, selon moi, arrivait en contradiction avec ce que la ville faisait. Ça fait qu'on a tous un peu gagné, puis tous un peu perdu, et ça nous permet de regarder en avant. Puis ça, pour moi, c'était bien important. Dans votre plateforme électorale, la plateforme d'Action Gatineau, le vélo avait une place assez prédominante dans les dossiers. Qu'en est-il du vélo? Est-ce qu'on l'a mis de côté? Là, on parle beaucoup des Bixi, le fait que peut-être que les stations vont disparaître. Comment on a modelé les deux? Bien, vous allez le voir quand on va rendre public les grandes orientations là, qui vont être déposées au Conseil. Le vélo a encore énormément de place. On veut une commission du transport, notamment pour faire plus de place au vélo. C'est comme tous les autres projets. Hein, c'est une question d'argent qui va déterminer si on va vite ou lentement. Moi, je voudrais qu'on aille vite là-dedans. Donc, puis le Conseil, en principe, est d'accord. Mais ça, c'est le genre de consensus qui est facile à trouver. C'est que tout le monde est d'accord avant qu'on ait parlé d'argent. Donc, la première étape du lac à l'épaule, c'était ça. C'est quoi les grands projets qu'on a? Mais là, la direction générale travaille à un plan de déploiement des projets. Ça fait combien on met où? C'est là où, en tout cas, vous serez à même de juger si on va assez vite dans le domaine du vélo ou si on a tassé ça. Mais moi, j'y tiens beaucoup, beaucoup. Ça faisait partie de l'ADN de l'ancienne ville de Hall. Gatineau, c'est une ville verte. On a des circuits déjà qui sont superbes, puis on n'a pas besoin d'investir des tonnes pour rabouter des pistes, pour en corriger un certain nombre d'autres, puis continuer à être une ville qui est un modèle en matière de vélo. Moi, je pense qu'il faut donner un grand coup, là, mais c'est la capacité financière qui va nous permettre de le décider. On change de sujet, mais on reste dans le lac à l'épaule. La relation avec les gens d'affaires a été quelque peu brimée, si je peux dire. Les couteaux étaient peut-être
Les couteaux volaient bas durant certaines années. La relation que vous avez avec les gens d'affaires maintenant, c'est laquelle? Bien, j'ai travaillé assez fort. Il y a beaucoup d'espoir ou d'attente des gens d'affaires face au nouveau conseil. Parce que c'est vrai que disons qu'on a des défis à relever, là. La machine est lourde. Les liens avec les gens d'affaires étaient, en tout cas selon moi, à certains moments trop étroits, puis dans d'autres domaines, pas assez étroits. On cherche un certain nombre de solutions au CLD, entre autres, là, au Centre local de développement économique Gatineau. Là. Et moi, je suis allé au congrès de la PCHU, je suis allé au gala des gens d'affaires, de la Chambre de commerce. Je participe à une activité entre la Chambre de commerce d'Ottawa et celle de Gatineau. J'essaie d'avoir les liens les plus importants possibles. Puis on fait deux choses en même temps. D'un côté, on va mettre en place un chantier pour alléger la machine administrative, puis on va faire ça avec des gens d'affaires, avec des fonctionnaires, avec des citoyens. Puis de l'autre côté, bien, je vais au cas par cas. Ça fait que quand il y a un cas qui se présente, on a eu un peu plus tard que la semaine dernière, où il y avait des difficultés avec les services. L'arrimage, qui dit quoi à qui quand, là, c'est là où on peut devenir un peu compliqué. Et là, mon cabinet intervient. Pas nécessairement dans le sens des gens d'affaires tout le temps. C'est-à-dire que je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'ils veulent faire tout le temps, mais il faut qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait une réponse vite. C'est souvent ça qu'ils nous disent. Dites-nous oui, dites-nous non, là, mais dites-nous-le vite pour que si c'est oui, on avance, si c'est non, on passe à l'autre chose. C'est ça qu'on semble être moins capable de faire. Je reviens. Les bibliothèques. Il s'est sorti il y a quelques temps dans le journal Le Droit une taxe spéciale pour les bibliothèques. On parle de grandes bibliothèques. Les conseillers chicanent un peu. Non, on doit revitaliser celle dans mon quartier. Qu'en est-il exactement pour les livres? Bien, il y a bien des choses à dire là-dessus, mais ça reste un des dossiers qui n'est pas réglé. Là. Même au lac à l'épaule, on a cheminé un peu, mais pas gros, disons. Je vais essayer de régler le cas de la taxe d'abord. Quand on a fait le centre sportif, puis la piscine de Buckingham, puis la piscine d'Elmer, c'était sous Yves Ducharme, il a fait une taxe de 1 % une année, ce qui permet d'emprunter, parce que ça nous donne 3 millions et demi, 1 %, qui permet d'emprunter pour construire la bâtisse. Mais vu qu'on l'a taxé, ça revient tout le temps, ça. C'est notre capacité fiscale qui a augmenté. Et ça permet de payer les employés qui sont dedans après que la boîte est construite. C'est faire exactement le contraire de ce que des conseils ont fait avant, c'est-à-dire construire des routes sans taxer ce qu'il faut pour les entretenir. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une catastrophe d'infrastructure présentement. Parce que les gens construisaient, mais ne taxaient pas. Ils faisaient 0 1 Ça fait qu'il n'y avait pas les revenus nécessaires pour entretenir les nouvelles affaires qu'on se payait. C'est pour ça que cette taxe-là, je ne sais pas si on va l'accepter, parce qu'il n'y a pas bien du monde qui aime ça, augmenter les taxes. Le mot peut faire peur. Le mot peut faire peur, mais c'est une option qui doit être sur la table du point de vue de la saine gestion des finances publiques, parce que des fois, là, ou bien on le fait comme ça, donc on se donne une infrastructure comme le centre sportif, mais on taxe ce qu'il faut pour l'entretenir, puis mettre du monde dedans, ou bien on ne le fait pas. Mais on ne peut pas faire juste un ou juste l'autre. On ne peut pas juste construire puis pas taxer pour... Ça fait que ça reste juste une option. Je suis un peu choqué parce que c'est un conseiller qui a brisé le secret, en fait, le huis clos, là, même son code d'éthique, en transmettant ça aux journalistes. Puis pour moi, je tiens à ce que ça soit une option qu'on évalue. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Je ne sais pas. Les livres eux-mêmes, c'est sûr qu'à l'ère du numérique, il y a des livres numériques. Les bibliothèques se transforment. Ce n'est plus des bibliothèques traditionnelles où c'est un endroit où on va emprunter des livres. C'est encore vrai en grande partie. C'est le service municipal le plus utilisé à Gatineau, c'est les bibliothèques, même aujourd'hui en 2014, et ça augmente. Ce que ça nous prend, c'est des milieux de vie. Il y a des gens qui vont à Glissanche, à Beauwater ou à Buckingham ici, là, passer un samedi matin avec les enfants, là, parce qu'il y a toutes sortes de choses à faire. Il y a des activités culturelles, il y a des livres, il y a des ordinateurs. Et ces milieux de vie-là culturels, moi, c'est là-dedans que je vais investir. Où, quand, comment, combien, il faut qu'on fasse un premier pas au budget. Puis il y a différentes décisions à prendre, notamment on commence par les bibliothèques de proximité ou par ce que plusieurs commencent à appeler un centre culturel, donc une bibliothèque centrale, mais qui n'est pas une bibliothèque traditionnelle. Moi, ma position, c'est qu'on doit commencer par la proximité, mais ça sera décidé au Conseil. Autre sujet, Robert Guertin, l'appel d'offres a été lancé. Gros dossier qui s'est enfin réglé, si je peux dire. Mais est-ce que vous avez peur, est-ce que vous avez pris vos précautions
dans le fond, à la ville pour éviter que ce soit un deuxième centre sportif avec des entrepreneurs et des poursuites. Est-ce que ça vous fait peur que ça tourne comme ça? Oui, oui, c'est pour ça que je vais suivre ça pas à pas. D'abord, on l'a pris avec, c'est un dossier qu'on a géré avec beaucoup de rigueur. En arrivant, c'était un autre défi qu'on avait dans les premières semaines, c'est que si on n'avait pas un protocole d'entente avec les Olympiques avant Noël, le ministère n'avait pas le temps de l'évaluer pour qu'on puisse lancer d'appel d'offres avant la fin février. Fait qu'on a réussi à livrer ça. On a fait un protocole avant Noël. On l'a finalisé, c'est-à-dire la partie financière qui était la plus délicate, on l'a finalisé avant Noël. On a finalisé le reste tout de suite après, ce qui nous a permis de lancer l'appel d'offres. Puis, une des choses qui nous faisait peur, c'était une élection. On se disait, si on n'a plus de conseil des ministres, on ne peut plus envoyer, on ne peut plus faire l'appel d'offres. C'est qu'il fallait agir vite. On l'a fait, puis ça a marché. Là, ce qui me fait peur, c'est ce que vous dites, là, c'est qu'à partir du moment où l'appel d'offres est fait, il faut qu'on gère le projet. Et sans vous donner de scoop, là, disons que dans les heures qui viennent ou à peu près, on va annoncer la création d'un bureau de gestion de projet à la ville où tous les grands projets, on va concentrer notre expertise. Les grands projets vont être gérés à partir de ce groupe-là, de ce bureau-là de gestion de projet. Parce que moi, je veux qu'il y ait des gens responsables. Là. Il ne faut pas que ça soit diffus là, dans différents services. Là. Je veux qu'il y ait une personne qui rende des comptes pour ces grands projets-là. Ce conseil-là ne sera pas seulement pour le Centre Robert-Guertin, pour tous les grands projets. Par exemple, la bibliothèque pourrait rentrer dedans. Tout à fait. On a 100 millions de projets au centre-ville. On a des projets un peu partout à Gatineau qui sont des projets d'importance. Même si ce n'est pas beaucoup de millions, des fois, c'est que c'est complexe. Là. Il y a beaucoup de services municipaux qui sont mêlés à ça. Puis le bureau de projet, l'objectif, c'est de forcer tout le monde à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un leader, qu'il y a des comptes à rendre, qu'il y a un échéancier à respecter, qu'il y a des budgets à respecter, puis qui interpelle l'ensemble des services municipaux. Puis c'est ça qu'on n'avait pas assez, disons. On l'avait un peu, mais on ne l'avait pas assez. Moi, je crois dans la reddition de comptes puis dans la chaîne de commandement. Là. Il y en a un qui donne des ordres, là, puis l'autre qui suit, puis qui se rapporte. Une hiérarchie. Une hiérarchie, puis c'est ça qu'on n'avait peut-être pas assez. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Vous êtes le bienvenu aussi souvent que vous le voulez. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Restez à l'écoute. Info Mag suit tout de suite après. Bonne soirée.